Bonsoir, je me réjouis d'être parmi vous, je pense parce que Marseille, comme vous l'avez tous les deux rappelé, est vraiment au centre des relations entre l'Europe et l'Afrique, de manière historique, culturelle, sociale, et je l'espère de plus en plus économique. Je me réjouis aussi d'apporter un témoignage à travers un condensé d'aventures africaines digitales et entrepreneuriales. Je vais juste démarrer par un peu de sémantique, parce que je pense que dans l'historique des discours qui concernent la relation entre l'Europe et l'Afrique en général, et la région Marseille et l'Afrique, j'ai retenu deux mots qui ont aussi été mentionnés dans ces discours, qui sont réels, qui sont des dimensions d'aide ou de difficulté, mais je pense que progressivement, la génération que j'incarne a envie davantage de passer de l'aide au partenariat économique et de passer des difficultés aux opportunités. Et je pense que l'aventure Jumia en est une belle illustration. Mes précédents orateurs l'ont rappelé, derrière le succès de Jumia, il y a d'abord une lame de fond, un contexte démographique qui est favorable avec ce milliard d'Africains, 1,2 milliard aujourd'hui, presque 2 milliards d'ici à quelques dizaines d'années. Un contexte économique aussi, avec beaucoup de pays africains qui ont des taux de croissance records, entre 6 et 8%, je pense notamment à la Côte d'Ivoire. Plus de 80 villes africaines qui ont déjà plus d'1 million d'habitants, mais aussi une révolution digitale, où on parle en anglais de leapfrogging, c'est-à-dire de capacité à accélérer et en fait à révolutionner, grâce au numérique, certains usages. Et quand on regarde par exemple le taux de pénétration Internet en Afrique, on peut avoir l'impression qu'il est en deçà du reste du monde, en dessous de 25% au global. Quand on regarde l'évolution, par exemple au Nigeria, quand Jumia s'est implanté en 2012, il y avait 47 millions d'internautes. 5 ans plus tard, il y en a le double. Un peu plus d'une centaine de millions. Et c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce qui fait le succès de Jumia. Et au départ, Jumia a démarré sur une activité de e-commerçant, donc un petit peu comme un Amazon ou un Alibaba. Et il faut savoir que quand on compare par exemple la pénétration du retail dans des économies développées, prenons par exemple les États-Unis, il y a un point de distribution pour 600 habitants. En Afrique, c'est plutôt un point de distribution pour 60 000 habitants. Dans une ville comme Lagos, où j'ai vécu pendant 1 an et demi en tant que directrice générale de Jumia au Nigeria, pour une ville de 20 millions d'âmes, il y avait 2 mégamalls de plus de 60 000 m². Donc à partir de là, on voit l'opportunité que peut considérer le fait d'apporter une réponse crédible, qualitative, en termes de distribution de produits aussi variés que de l'électronique, de la mode, de la cosmétique, de l'électroménager, tous ces biens qui sont essentiels aux classes moyennes, qui sont situés autour de 350 billions, peu ou prou, il y a beaucoup de polémiques sur la véritable taille, mais je pense que derrière le succès de Jumia, il y a aussi l'histoire en fait de difficultés qui se sont transformées en opportunités. Au départ, si je prends l'activité e-commerce, la première difficulté qui a été essentielle, c'est un mot aussi qui a été mentionné précédemment, c'est la confiance. Comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, où la cybercriminalité sont endémiques, donner confiance en du e-commerce qui, dans des sociétés, on va dire, développées, induisent du prépaiement. Ça a été pas forcément facile au départ, mais on a trouvé la parade. On a commencé en faisant ce qu'on appelle du paiement en espèces à la livraison, du cash and delivery, pour permettre aux internautes africains de recevoir le produit, de pouvoir s'assurer de la conformité. Quand c'était un produit de mode, de l'essayer, de changer d'avis, et la confiance s'est installée. De la même manière, quand je repense à mon lancement en Côte d'Ivoire en 2013, je suis allée voir la Poste, tout sourire, au-delà de leur surprise de voir débarquer une jeune moins de trentenaire à l'époque pour lancer un e-commerçant. Ils m'ont surtout dit qu'ils n'étaient pas encore forcément prêts parce qu'ils avaient une flotte avec quelques motos qui pouvaient prendre entre 8 et 12 colis, mais plutôt des boîtes de chaussures. Pas grand-chose pour l'électroménager, surtout pas de système informatique parce qu'il n'y avait pas d'activité de B2C, de e-commerce, on va dire de particulier, voilà, sur un marché particulier. Et ce qu'il a fallu faire, ça a été de créer en propre des équipes et des infrastructures logistiques, de l'entreposage à la préparation de commandes, à la livraison, au service après-vente. Et ce qui fait aujourd'hui de Jumia un acteur logistique de premier plan en Afrique. Au Nigeria, par exemple, le volume des colis transportés est supérieur à UPS et FedEx en taille. Donc, encore une fois, d'un défi, d'une difficulté, une opportunité business. Et il y en a une pléthore d'autres que je ne citerai pas. Je peux prendre l'exemple, par exemple, du taux de pénétration d'Internet
qui est centré dans les grandes villes et sur peut-être une frange de la population qui a accès à un ordinateur ou qui a accès à un téléphone. On s'est posé la question de se dire le e-commerce n'étant pas un business en termes de vision de niche, il fallait aller à la rencontre des Africains qui ne sont pas connectés à Internet, qui ne voient pas nos publicités sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur Google, mais qui peuvent avoir besoin des produits que nous vendons. Il ne faut pas se dire qu'on vend que des iPhones. Dans des pays comme le Nigeria, par exemple, on a souvent un top-seller qui est un sac de pounded yam, c'est de la semoule de manioc qui sert à faire une pâte qui est excellente, qui est de la nourriture de base, comme la farine de maïs lait au Kenya, qui est aussi un autre top-seller. Donc des personnes qui peuvent avoir ces besoins, mais qui ne connaissaient pas Jumia. On a essayé, par exemple, au Nigeria, de créer un programme d'ambassadeurs. Donc au départ, 120 personnes, essentiellement des femmes au foyer qui voulaient avoir un complément de revenu, équipées d'une tablette. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans, on en a quasiment 70 000, donc 45 000 au Nigeria. Et c'est non seulement en complément de revenu ou en emploi à temps plein pour eux, mais c'est pour nous surtout une formidable opportunité économique et de distribution qui est aussi performante, ou voire plus performante que Google et Facebook sur certains marchés. Donc je ne vais pas être plus longue. Je pense que les histoires de défis qui sont transformés en opportunités font la réussite des entrepreneurs de ce panel. Je laisserai par exemple Omar reparler du paiement ou mon ami burkinabé reparler de la logistique. C'est un métier et une passion que nous avons en commun. Pour ce qui est de la deuxième question, qui est de définir ou de réfléchir à ce qui pourrait faire de Marseille un endroit idéal, je pense qu'il y a déjà des caractéristiques qui sont là, qui sont géographiques, encore une fois, historiques, culturelles. Après, avec beaucoup de pragmatisme, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'inscrire dans des échanges qui préexistent, à la fois en termes de talent. Donc, typiquement, je suis ravie de voir que Kedge a une implantation à Dakar, parce que c'est hyper important pour nous d'arriver à avoir autant des Africains scolarisés en Afrique, des Africains de la diaspora qui veulent revenir, ou des personnes de toute nationalité, et bien sûr, y compris françaises, qui sont intéressées à créer avec nous en Afrique. Donc je pense que ce premier échange en termes de talent est quelque chose de très très important, qu'il faut continuer à développer, à entretenir. Je pense que la deuxième dimension, et c'est sur ça que j'aimerais vraiment arriver, ce sont les flux économiques, les opportunités business. Je pense qu'il y a toujours d'échanges concentrés sur des industries d'import-export, d'hydrocarbures. Les échanges avec Marseille, je pense que c'est surtout l'Algérie, la Libye, le Nigeria, et c'est surtout du pétrole. C'est très bien. Je pense qu'il y a aussi d'autres opportunités qui peuvent, notamment grâce au digital, qui sont des véritables vecteurs de croissance de part et d'autre. Et je pense qu'on s'intéresse assez peu finalement aux PME. Derrière le succès de Jumia, il y a surtout une capacité formidable à accompagner presque aujourd'hui 500 000 PME en Afrique, que ce soit au départ des vendeurs de mode, d'électronique, comme je le disais, ou des petits restaurants qu'on accompagne sur de la livraison de repas à domicile, que ce soit des petits ou grands hôteliers qu'on accompagne sur de la réservation d'hôtels en ligne. Et je crois énormément aux échanges entre petites entreprises. Et j'étais ravie de voir, par exemple, que la CCI de Marseille concentre déjà 128 entreprises marseillaises avec des filiales en Afrique et 158 entreprises marseillaises avec un actionnariat en Afrique. Et je pense que cette diplomatie ou ces relations économiques sont véritablement le terreau et la promesse d'échanges futurs. Parce qu'il ne faut pas vous y tromper, comme je vous le disais en prélude, on va sortir d'une logique d'aide, ça va être une logique de partenariat économique. Du coup, il faudra avoir des arguments économiques de part et d'autre. Et Dieu sait que l'histoire nous donne une légitimité et une fraternité qui font de Marseille un acteur de premier plan dans le tissage de relations bilatérales. Merci beaucoup, Fatoumata. Merci.